maintenant vous parler du Burundi, pays limitrophe au Rwanda, mais différent. D'un côté, Emeric va vous parler du droit des femmes, et de l'autre côté, Marion va revenir sur la crise et les conditions de sécurité à Bujumbura. Nous avons choisi de revenir un peu plus en détail sur la crise actuelle qui se déroule à Bujumbura. Comment ne pas en parler quand on a traversé pendant 3 semaines un pays où tous les expatriés quasiment ont fui parce qu'ils ont été rappelés par leur ambassade et où la crise a connu un véritable tournant, nous allons y revenir. Pendant l'essentiel de notre séjour au Burundi, nous sommes restés dans l'intérieur du pays pour des raisons sécuritaires assez évidentes et parce que de toute façon on aurait eu beaucoup de mal à rencontrer plus d'associations à Bujumbura. Dans l'intérieur du pays, très concrètement, au quotidien, il faut dire qu'on ne ressent pas les effets directs du conflit. Les gens continuent à vivre normalement, les gens nous disent également que ce conflit n'est pas leur, que cette crise c'est à Bujumbura, c'est les gens de Bujumbura qui l'ont déclenché, mais qu'eux n'ont pas grand chose à voir avec ça et qu'ils voudraient surtout pouvoir continuer à vivre tranquillement. Parlons maintenant de Bujumbura, la capitale du Burundi, où se concentre l'essentiel des affrontements entre les opposants et le pouvoir en place. On le rappelle, la crise burundaise est née du fait que le président actuel, Pierre Nkurunziza, s'est représenté en avril 2015 pour un 3e mandat alors même que la constitution burundaise le lui interdisait. Depuis, il a été réélu en août président de la République avec des scores assez impressionnants. Cette élection est à la fois contestée, mais à la fois on peut croire en son résultat parce que l'essentiel des gens à l'intérieur du pays reste favorable au président. Mais dans tous les cas, ce que contestent les gens à Bujumbura, c'est le fait qu'il soit réélu une 3e fois président. Les événements ont commencé par des manifestations assez pacifistes de jeunes notamment, qui descendaient tout simplement dans la rue pour dire leur mécontentement. Et ça s'est transformé petit à petit en affrontement armé avec une radicalisation de l'opposition. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2015, c'est environ 200 jeunes qui ont été exécutés. Ce n'étaient pas nécessairement des jeunes armés, ce n'étaient pas nécessairement des jeunes engagés dans le combat, mais c'était des jeunes que les forces de l'ordre sont allées chercher chez eux, dans leur maison, ont emmenés et le lendemain, les rues des quartiers populaires notamment étaient jonchées de cadavres. L'insécurité s'est donc naturellement accrue ces dernières semaines à Bujumbura et on peine à trouver une solution, qu'elle soit politique ou diplomatique. Donc le pouvoir refuse d'entamer de réelles négociations avec l'opposition. Quand nous étions au Burundi, l'Union africaine a tenté une médiation, mais elle a du mal à s'imposer sur ce dossier et le reste des institutions internationales reste quelque peu silencieuse, même s'il y a eu déjà des premiers gestes avec notamment des annonces du secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce que nous, on a pu observer à Bujumbura ? On a pu observer déjà que nous étions régulièrement placés sur écoute. De plus, les réseaux sociaux, même s'ils ont joué vraiment un rôle important dans les événements parce qu'ils permettent aux jeunes de mobiliser autour d'eux, sont très surveillés par le pouvoir qui a bien compris l'enjeu stratégique et qui mobilise des armées de personnes pour faire de la désinformation via Twitter et via Facebook. Dans tous les cas, la plupart des personnes que nous avons rencontrées à Bujumbura et qui ont accepté de nous parler en toute franchise de ce qu'ils pensaient de la situation, et notamment s'ils soutenaient les opposants, ont préféré rester anonymes parce qu'ils savent que pour eux c'est dangereux dans leur pays aujourd'hui de dire ce qu'on pense et que d'ailleurs la plupart des personnes importantes de la société civile ont d'ores et déjà fui à l'étranger, que ce soit dans les pays limitrophes, en Europe ou aux États-Unis. Mais il y a un aspect dont on est obligé de parler quand on veut vous raconter notre expérience par rapport à cette crise au Burundi. C'est la question des ethnies et de la politique, donc le subtil mélange des deux. À l'intérieur du pays, les gens qui étaient plutôt favorables au président nous disaient que l'opposition était constituée essentiellement de Tutsis et que les Hutus qui sont affichés comme opposants sont là juste en couverture. Ça nous semble rapidement être une théorie du complot, surtout quand on va à Bujumbura et que donc, les protagonistes de ces événements nous disent que non, ce n'est pas une question d'ethnie, que eux sont déjà bien loin de ces questions et que c'est le pouvoir politique qui, une fois de plus, a tendance à instrumentaliser cette différence entre Hutus et Tutsis, alors que les affrontements au départ sont fondés quand même sur une réalité simple. Le président s'est représenté pour un 3e mandat, alors que normalement il n'avait pas le droit et qu'on ne peut pas dire que sa politique des dernières décennies soit irréprochable. Toutefois, on ne peut pas nier que les esprits s'échauffent à Bujumbura et que même si ce problème ethnique est instrumentalisé, il y a quand même des risques que ça prenne dans la population et notamment
dans le reste du pays, on peut craindre une contagion de ces événements de la capitale vers les zones rurales. Encore une fois, on ne fera pas de poétique fiction, mais il faut bien se dire quelque chose, c'est que la plupart des institutions internationales, des ambassades, ont annoncé qu'ils allaient geler leur financement pour le Burundi. Or, le Burundi est un pays pour lequel 50% de son budget dépend de l'aide internationale, c'est absolument considérable. Et quelque chose de très concret, les militaires, les policiers, les gendarmes sont payés en partie grâce à ces financements. Et quand ces financements ne seront plus là, ces personnes-là ne pourront probablement plus être rémunérées, mais conserveront les armes qu'ils ont aujourd'hui, comme bien souvent quand ils sont démobilisés. Et là, on ne sait pas trop ce que ça peut donner, avec certains qui sont favorables aux opposants, d'autres qui vont plutôt s'attacher à la dimension ethnique du conflit. Et donc ça donne quelque chose de très difficile finalement après. Enfin, revenons plus précisément sur la place des femmes dans la crise actuelle au Burundi. Donc, comme on l'a dit plus tôt, la plupart des femmes en zone rurale ne sont absolument pas concernées par le conflit de manière directe. Par contre, à Bujumbura, et notamment dans les quartiers les plus pauvres, les quartiers populaires, les femmes sont obligées de travailler normalement, y compris le soir, et malgré le couvre-feu implicite à partir de 18h. Elles sont obligées de continuer à nourrir leur famille, même si elles ne participent pas aux événements. Et donc ça leur demande énormément d'efforts et énormément de prise de risque. Je vais laisser maintenant Emeric vous parler de la place de la femme de manière générale dans la société burundaise. Le 5e pays africain du projet 51, c'était le Burundi. C'est le pays moins connu de notre itinéraire sans doute. C'est un des moins visités de la planète. En année de pointe, il y avait 3000 touristes au Burundi. En 2015, on est tous au final de pointe en raison de la crise notamment. Ça a donné lieu pour nous à 19 journées assez étranges. D'une part parce que les gens n'ont pas du tout l'habitude de voir des blancs. On s'est très souvent fait dévisager. Et puis voilà, le système globalement n'est pas du tout adapté au fait de voyager en routard dans ce type de pays. Puis d'autre part aussi, ça a été un pays un petit peu étrange pour nous, en raison de la situation sécuritaire qui règne dans le pays. Ça veut dire concrètement pour nous, on a eu énormément de contrôles policiers, on a pu constater que nos téléphones ils étaient sur écoute. Et puis de façon générale, dans les rencontres qu'on a faites, il y a eu une très faible liberté de parole des gens qu'on a pu rencontrer. Beaucoup de choses qui nous ont été dites, notamment par les acteurs associatifs, n'ont pas pu se retrouver ensuite sur notre site web ou sur notre page Facebook, parce que justement c'est des propos qui étaient voués à rester en off et qu'on ne pouvait pas les répéter sans poser préjudice à ces personnes-là. Le Burundi, c'est aussi un pays qui est un paradoxe en termes de situation des femmes, parce que c'est un pays qui est classé très très loin en termes de qualité de vie, en termes économiques, en termes sociaux. Pour autant, en termes d'égalité homme-femme, il s'en sort plutôt pas mal. Comme au Rwanda, il n'y a plus d'excision. Il y a assez peu de mariages forcés, très peu de mariages précoces. Et puis même on se rend compte d'un truc qui est assez incroyable pour un pays pareil, c'est que les inégalités salariales hommes-femmes au Burundi sont inférieures à ce qu'il en est dans un pays comme la France. Donc concrètement en termes culturels, c'est vrai qu'il y a une certaine égalité homme-femme. Le jour où le pays se développera davantage, on peut penser que ça bénéficiera à tout le monde. Les seuls véritables problèmes aujourd'hui pour la femme burundaise, c'est des choses qui sont liées à la pauvreté, c'est-à-dire les mariages forcés qui existent encore dans les espaces ruraux, parce que concrètement, ça peut aussi être avantageux économiquement pour une famille de marier rapidement sa fille pour toucher une dot. Et puis l'autre souci qui est lié à la pauvreté, c'est également l'éducation. Les petites filles burundaises vont beaucoup à l'école primaire et secondaire, mais elles décrochent aussi beaucoup plus que les garçons, parce que dès qu'il y a un problème, notamment au niveau de la situation économique de la famille, c'est plus souvent elles qui vont renoncer à leur éducation que les garçons burundais. Faut le reconnaître, notre travail au Burundi, il a été rendu compliqué par la situation actuelle. D'une part, on n'a pas voulu passer forcément des semaines et des semaines à Bujumbura parce qu'aujourd'hui c'est une ville très compliquée à vivre, que les gens ne sortent plus de chez eux après 18h. D'autre part, le travail associatif des personnes qui luttent pour les droits des femmes, il est rendu compliqué par cette situation-là. Il y a beaucoup d'élites qui ont quitté le pays, il y a beaucoup de personnel d'ONG, de pays étrangers qui se sont fait rapatrier en raison de la situation sécuritaire. Et puis quand bien même on a pu rencontrer des personnes, leur liberté de parole n'était pas évidente et ça a pu être difficile de discuter avec elles de questions relatives à l'égalité homme-femme. Malgré tout, voilà, on a fait des rencontres intéressantes au Burundi, on a pu en parler à travers différents articles et c'est vraiment un pays qui a été spécial à visiter pour nous parce que justement, se rendre dans un pays comme le Burundi en tant que routard, en voulant explorer des questions relatives aux droits des femmes, c'est quelque chose qu'il y a très très peu de personnes qui font aujourd'hui. Alors que peut-on dire pour ces deux pays? Ce sont deux pays marqués par leur histoire et où la femme a su trouver sa place jusqu'à aujourd'hui. Cependant, les événements actuels, notamment à Bujumbura, ralentissent l'émancipation de la femme,
car les associations ne peuvent pas évoluer rapidement et en toute sécurité. Au Rwanda, certes, il y a une volonté politique de promouvoir l'émancipation de la femme, mais ils bloquent quand même les associations car ils veulent cacher certaines réalités qui sont bien présentes. Cependant, le bilan reste plutôt positif en termes de droits des femmes, avec leur très bonne position dans les classements internationaux et notamment au Gender Gap Index. On se donne rendez-vous pour une troisième vidéo reportage dans le dernier pays africain qui sera l'Égypte. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver nos vidéos, nos articles, nos photos sur notre page Facebook et sur notre site internet. Et voilà, je vous dis à bientôt, ciao!